Ces 10 derniers mois, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube de zéro et j'ai publié dessus jusqu'à ce qu'elle atteigne 8612 abonnés. Je sais, c'est très précis. J'ai passé des dizaines d'heures sur des vidéos qui ont fait des énormes flops, mais aussi sur certaines qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues. Dans cette vidéo, je vous partage 9 apprentissages pour vous éviter de perdre 10 mois à votre tour. Petit contexte, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Baptiste et sur cette chaîne, j'analyse les meilleures stratégies d'entrepreneurs sur YouTube. Il y a 10 mois, j'ai décidé de lancer une nouvelle chaîne YouTube qui n'a rien à voir de zéro pour aller à la découverte du monde et adresser une audience un peu plus mainstream avec une posture davantage de créateur, voire de média, plutôt que d'entrepreneur qui s'adresse à une toute petite audience. Cette chaîne, elle s'appelle Suki et globalement, j'y expérimente plein de métiers insolites et de modes de vie et je les raconte. Premier apprentissage, packaging first. En fait, le succès d'une vidéo sur YouTube est quasiment indépendant de sa qualité. Ça, c'est un truc qui est assez ingrat, assez contre-intuitif également. Je le savais déjà, mais j'ai eu l'occasion de me le prendre de plein fouet et donc ça m'a vraiment rappelé cette leçon. La vidéo que vous voyez ici sur la gauche, c'est une vidéo dans laquelle j'apprends le mentalisme en 30 jours et je fais un spectacle devant 50 personnes. Cette vidéo, elle a demandé beaucoup de travail. Elle est vraiment très optimisée, je pense, d'un point de vue narration, le montage, etc. Tout est là, mais par contre, elle n'a pas marché. Elle a fait, vous voyez, 500 vues, ce que j'appelle pas marché par rapport au niveau de la vidéo. Cette vidéo-là, c'est pas la seule non plus, puisque avant, j'avais fait un autre concept où pendant 30 jours, je me suis entraîné pour faire un one-man show de stand-up, et j'avais en plus en featuring dans cette vidéo-là Franjo, qui est un humoriste qui est suivi par, je crois, 800 ou 900 000 personnes sur YouTube. Et globalement, tous les feux paraissaient être au vert. Et pourtant, celle-là non plus n'avait pas vraiment marché puisqu'elle avait fait 1000 vues, ce qui est, on va dire, correct, mais ce qui est très faible pour une vidéo qui demande un mois de travail et qui est tout à fait optimisée d'un point de vue rétention, montage et compagnie. Et tout ça, c'est normal, c'est parce que le plus important dans une vidéo YouTube, en fait, c'est pas est-ce que la vidéo est bien ou pas, c'est est-ce que les gens ont envie de regarder cette vidéo ou pas. Ça, vous voyez, c'est une autre vidéo que j'ai faite là il n'y a pas longtemps. Elle, pour le coup, je l'ai faite vraiment à la va-vite. C'est une vidéo qui a demandé moins d'une semaine de travail, donc 4 fois moins que les autres et que j'ai fait un peu comme ça sur le pouce. Et pourtant, elle a fait 6400 vues, donc 10 fois plus que celle-ci qui avait demandé pourtant plus de travail. Pourquoi? Parce que l'angle est plus intriguant. L'Ironman, c'est un peu à la mode en ce moment. Et donc, le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a plein de trentenaires en quête de sens qui se mettaient au triathlon et qui s'inscrivaient à des courses. Mais que ce soit l'Ironman, le marathon, l'Irox, bref, il y a un vrai truc sociétal. Je me suis dit, OK, est-ce que je pourrais connecter mon sujet à une thématique sociétale? C'est-à-dire qu'au lieu de dire 7 jours pour faire un triathlon ou 24 heures dans la vie de triathlète, est-ce que je pourrais ajouter un angle sociétal aguicheur? C'est ce que j'ai fait ici, l'Ironman, comment une génération s'est mise à souffrir pour exister. Et là, la vidéo est partie directement plus virale. Alors, ce n'est pas parti virale au point de faire des centaines de milliers de vues, comme d'autres sur cette chaîne-là, mais c'est quand même parti beaucoup mieux que celle d'avant. L'objectif, c'est que la vidéo commence à être recommandée par l'algo, qui trouve des poches d'audience auprès de qui elle fonctionne, et là, les vues m'ont monté toutes seules. C'est-à-dire que là, cette vidéo-là sur l'Ironman, je n'ai même pas fait une story pour la partager, je l'ai partagée à personne. Je l'ai juste publiée et j'ai rien fait d'autre. Alors que la vidéo sur le mentalisme, j'ai communiqué dessus à fond sur Instagram, je l'ai partagée, des gens l'ont relayé et tout. Si le packaging n'est pas bon, ne partager la vidéo ne sauvera pas les meubles en réalité. Il faut qu'il y ait une traction organique, un intérêt des gens naturel et ça ne sert à rien de se fatiguer à vouloir la pousser partout si le packaging n'est pas bon. On passe au deuxième enseignement, avoir une feedback loop rapide, c'est-à-dire prendre du feedback. Sur YouTube, c'est un laboratoire, il faut poster, il faut voir ce qui se passe et il faut itérer. Le problème face auquel je me suis retrouvé avec mon format précédent, c'est que je me donnais un défi tous les 30 jours. Et donc par définition, une vidéo demandait un mois de travail. Donc l'itération était très lente. Je poste une vidéo, elle ne marche pas, j'apprends quelque chose, mais pour avoir le point de data suivant, il faut réattendre un mois. Et un mois de travail pour faire des vidéos qui bident, c'est extrêmement déceptif. Ça a été un problème que j'ai eu et c'est pour ça que j'ai décidé de passer d'une vidéo par mois à une par semaine sur des formats peut-être un peu moins ambitieux, mais qui au final vont marcher même encore mieux. Donc au final, d'un point de vue performance, c'est tout gagnant. Il faut vraiment vous dire que sur YouTube, vous êtes en train de jouer un peu au scientifique. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Je poste une vidéo,
Si elle flop, ça m'apprend quelque chose sur le fait que cet angle-là ne marche pas. Si elle fonctionne, j'essaie de reconnaître le pattern qui a fonctionné là-dedans, de retester ce pattern-là sur un autre sujet, de voir si ça refonctionne ou pas. Et comme ça, d'affiner la compréhension de ce qui marche et ne marche pas dans votre niche, pour votre audience, pour votre chaîne. On passe au troisième leçon qui est le côté obscur de la viralité, le dark side. En fait, dans ce travail des angles, vous allez être tenté de passer du côté obscur de la force. Je vous le dis parce que je l'ai fait. Je l'ai fait pour vous. Comme le dit Palpatine, il faut explorer tous les aspects de la force pour en comprendre la teneur. Mais le problème, c'est que le dark side, il a plein d'inconvénients. Concrètement, ça veut dire quoi passer dans le dark side? Ça veut dire que, souvenez-vous, on a dit ok, on va trouver un angle contre-intuitif, une thèse sociétale pour attirer l'attention sur notre vidéo. Bon, ça c'est super cool. Mais du coup, vous allez voir que ce qui marche bien, c'est le biais de négativité. C'est de projeter du négatif sur le monde. Et ça, c'est la tentative que j'ai faite et que j'ai très vite coupée parce que c'était en train de partir viral, mais pas dans le sens que je voulais. J'ai fait une vidéo sur le surf. Et en fait, je me suis dit, tiens, il y a un parallèle intéressant avec la drogue dans le surf. Parce que c'est addictif, parce que les gens ils passent leur vie à l'eau et tout, et machin. Moi, j'adore le surf. Mais je me suis dit, ok, je vais essayer de plug mon immersion dans le monde du surf à un concept hyper cliquable, hyper aguicheur. Et donc, mon titre sur lequel j'étais parti à la base avant de le changer, c'était « Pourquoi le surf détruit plus que la cocaïne ?» Avec moi en mode drogué, avec des rails de C comme ça dans l'écume et un gros pochon de C. Et cette vidéo-là a commencé à partir virale, c'est-à-dire que vous avez le classement 1 sur 10 à 10 sur 10 qui dit en gros est-ce que votre vidéo marche mieux ou moins bien que vos anciennes vidéos. Et elle était celle-ci devant celle sur l'Ironman. Donc si j'avais pas touché, je pense qu'elle serait partie au moins sur du 10 000 vues. Le problème, c'est que je commençais à me prendre des commentaires où les mecs me dégommaient sur l'aspect putaclic du titre et sur le message que passait le titre. Là, tu es en train de dire aux gens faites pas de sport et droguez-vous quoi. Et en fait, c'était juste. Ce qui était juste, c'est que quand on veut être audacieux dans un combo de petite miniature, il y a un fusible. Il faut bien s'assurer qu'on est en train de le faire au service du propos qu'on passe dans la vidéo. Dans mon cas, ce n'était pas le cas. Il y avait une incohérence. Le message qui était passé dans la vidéo était différent de celui de l'angle vraiment putaclic que j'avais plug par-dessus ma vidéo. Donc, ça ne marchait pas. Ça a créé une sensation de clickbait et surtout, j'assumais pas. Moi, le statement du titre, je l'assumais pas parce que moi, j'adore le surf et en fait, je dénonçais un truc que j'adore. Donc ça marche pas. Je m'étais inspiré de quelqu'un qui l'avait fait dans la niche du dev perso. Lui, il avait pris l'angle « Pourquoi la masturbation détruit plus que la cocaïne ?» J'ai simplement backporté le concept, et ça c'est une bonne pratique, d'aller chercher dans d'autres niches des concepts qui marchent et de les ramener chez vous. Par contre, lui, il dénonçait quelque chose contre lequel il se battait vraiment. Moi, c'était pas le cas, donc ça marchait pas. À l'inverse, on peut avoir une brand qui va être beaucoup plus positive. C'est plus celle, moi, que j'avais utilisée par exemple sur la chaîne que vous êtes en train de regarder. Voilà, cet acteur de One Piece vient de casser YouTube, voici comment. Comment Alex Hormozy a changé YouTube pour toujours, etc. Et là, on est plus sur du positif, en train de mettre en lumière quelque chose qui a de la valeur pour nous. Et donc, on crée une brand différente. Quand on fait une brand négative, on attire beaucoup d'attention, mais cette attention-là, elle a un prix. C'est que c'est de l'attention soit de rageux, soit de gens qui viennent vous dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est OK, mais selon la brand, l'image que vous voulez créer, peut-être que ce n'est pas forcément cohérent. Dans mon cas, ça ne l'est pas. Donc, next, c'est ciao. Ensuite, celle-là, je pense qu'elle va parler à beaucoup de personnes ici. En fait, il y a deux approches pour créer du contenu. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il faut juste savoir à quel jeu vous jouez. Et moi, j'ai testé les deux et je fais les deux. Donc, je pense être peut-être bien placé pour, en tout cas, vous partager un retour d'expérience sur ça. On peut faire du contenu soit comme un créateur, soit comme un entrepreneur. Le créateur, il part de lui. L'entrepreneur, il part du marché. L'entrepreneur, ce qu'il fait, c'est qu'il repère une opportunité de marché sur le marché de l'attention. Il va dire, ok, voilà, exemple typique, mon pote Valran du Crayon qui a lancé très récemment avec ses associés le média Les Financiers, c'est un très bon exemple. Ils observent qu'il manque un média d'éducation financière sur la place médiatique. Ils se disent, ok, là, il y a un besoin du marché là-dessus. Ils vont chercher dans leur réseau comment crafter cette offre-là. Ils vont aller chercher plein de chroniqueurs super intéressants, Mathias Bacchino, Charles Gave, je ne sais plus qui, enfin plein de gens. Et ils vont dire, on va créer un média parce qu'on a vu cette opportunité-là et on va délivrer ce message-là. Super, ils lancent, ça cartonne, bim, 70 000 abonnés en cross-platform en 3 mois et tout. Félicitations à eux, on les embrasse s'ils nous écoutent. Ils sont partis du besoin du marché. Le créateur, lui, il part un peu plus de lui, de ce qu'il veut partager au monde.
il va se connecter peut-être à quelque chose de plus profond, mais par contre, ça va être peut-être plus dur à cadrer éditorialement. Moi, j'ai fait le switch justement d'entrepreneur à créateur sur cette seconde chaîne-là. Au début, j'étais parti sur le postulat entrepreneur, on va faire un podcast dev perso, etc. Puis je me suis aperçu que les thématiques santé marchaient bien. Donc là, alcool 10 000 vues, nutrition 20 000 vues, nutrition 400 000 vues. Ok, on a une opportunité là-dessus. Le problème que j'ai eu, c'est que je me suis dit, mais en fait, moi, ça ne m'intéresse pas forcément à titre perso de faire un podcast nutrition. Je n'ai pas d'intérêt spécialement à le faire. Et si je le fais dans une démarche trop entrepreneuriale, ça n'a plus forcément de sens pour moi parce que autant que je continue juste à développer ma boîte d'accompagnement YouTube et mon agence de prestation de services YouTube. Donc, moi, l'intérêt de ce projet, c'était plus la posture créateur qui m'attirait. Donc, j'ai fait le switch et là, on change totalement de game puisque le créateur, dans ce cas maintenant, lui, il est plus dans un exercice, je trouve, d'itération pour se trouver. C'est presque un exercice de développement personnel. Et je sais que ça peut paraître un petit peu perché dit comme ça. Mais en fait, semaine après semaine, je vois de quel sujet en fait, j'aime parler, de quel sujet j'ai pas envie de parler. Je vois sous quelle forme j'ai envie de m'exprimer. Je vois sous quel type de format j'ai envie d'aller. On va dire la sculpture s'affine en retirant de la matière semaine après semaine. Donc voilà, la démarche est différente. Il faut savoir à quel jeu vous jouez. Si vous êtes dans le jeu entrepreneur, vous allez chercher des best performing posts, des outliers, des vidéos qui surperforment dans votre niche aux US, dans d'autres niches et tout. Vous allez ramener les concepts gagnants. Si vous êtes dans un game plutôt créateur, voilà, vous allez chercher à vous découvrir vous-même, à poster, à faire ce parcours initiatique-là. Et la ligne éditoriale, finalement, se révélera. Dans le premier cas, la ligne elle doit être stricte et définie dès le départ. Dans le deuxième cas, elle va peut-être plutôt se révéler au cours du chemin. À quelle audience tu parles? Quelle est ta tribu? Alors, ça peut paraître hyper trivial de vous dire, vous devez savoir à qui vous parlez. Vous savez, c'est l'avatar client, c'est le truc dont on parle tout le temps. La réalité, c'est que quand on se met à faire du contenu, on oublie ce point-là. Et moi, je l'ai oublié, alors que pourtant, j'ai quand même l'habitude de faire ça. J'ai quand même accompagné pas mal d'entrepreneurs à le faire pour eux. Je l'ai fait pour plein d'entrepreneurs. Et pourtant, moi-même, je suis tombé dans le piège. Donc, c'est pour vous dire à quel point ce piège, il peut tous nous toucher. C'est d'oublier à qui on est en train de parler. On allume la cam. Et en fait, si on ne sait pas à qui on parle, c'est qui notre audience pour de vrai? C'est qui ces gens-là? C'est quelle tribu? En fait, on va être perdu. Là, voilà, c'est une vidéo que j'ai fait au début où c'était random. Audience totalement random. L'histoire du pervers narcissique de tous les temps, l'arnaqueur de Tinder. J'ai fait ça parce qu'on avait fait un épisode sur la manipulation avec un pote mentaliste que je trouvais hyper intéressant et je voulais l'intégrer dans un concept putaclic. Mais putaclic auprès de qui? C'est ça la question. Là, c'est auprès du grand public. Ça n'a pas d'intérêt dans mon cas. Audience trop random. Donc du coup, je me suis dit, bon, à qui je veux parler? Je vais recibler sur les Bac plus 5 déçus du monde du travail. Les gens que j'ai été il y a 3 ans, en gros. Du coup, ça met une énorme clarté parce que d'un coup, on sait de quoi on parle pas, on sait comment on leur parle, on sait quels sont les présupposés. Par exemple, quand j'ai fait ma vidéo sur l'Ironman, je suis parti du postulat que je parlais à cette cible-là et du coup, ça m'a amené une clarté pour préparer ce que je voulais dire dans cette vidéo. Au lieu de juste parler de l'Ironman en mode un peu global, j'ai pu vraiment dire, ok, imagine un jour, tu arrives à l'aube de la trentaine, tu as réussi tout ce que tu voulais, tu as eu tes études, ton taf, ta maison et tout, et pourtant tu te sens vide. Tu te sens vide au fond de toi. Et tu pourrais aller voir un psy pour régler le problème. Mais non, tu vas pas le faire. Tu vas avoir une idée de con à la place. Tu vas t'inscrire à une putain de course. Un Ironman, un marathon, un Aerox, peu importe, c'est same shit. Pour les plus cons comme moi, c'est un Ironman. Et après, j'amène sur mon sujet ma thèse. Mais ça, c'est impossible si j'avais pas eu de la clarté sur la cible à qui je voulais parler. D'ailleurs, si vous voulez de l'aide pour mettre tout ça en place chez vous, moi, j'aide des entrepreneurs à développer leur audience sur YouTube, pour que ce soit au service de leur entreprise, non pas dans une démarche de créateur de contenu comme je le partage là, que vous aurez un lien en dessous pour prendre un call en one-one avec moi pour checker si ça peut matcher. 7e conseil, remonter au constat sociétal. On en a parlé tout à l'heure, donc ça c'est plus un constat peut-être propre à ma ligne édito, donc je vais le skipper, mais en gros voilà, mon concept de base c'était 24 heures dans la vie de machin, pas intéressant. Next, on ajoute une thèse sociétale. Point numéro 8, la ligne édito comme filtre unique. L'objectif c'est d'aboutir à une ligne éditoriale quand même. Une ligne éditoriale c'est quoi? C'est pouvoir résumer votre concept en une phrase, que les gens puissent pitcher ce que vous faites facilement. Donc dans mon cas, la ligne éditoriale actuelle qui est en train de bouger, mais en gros c'est je pars à la découverte des métiers insolites pour décoder le monde. Voilà. Donc on va découvrir des métiers insolites, découvrir le monde du travail, le future of work et compagnie. Ce qui fait que j'ai maintenant un cadre, je sais que je peux parler d'études, je sais que je peux parler de multipotentiel, de polymath, tu vois, les gens comme Léonard de Vinci qui apprennent plein de trucs, que je peux parler de tel métier, on peut parler de plein de choses. Mais au moins, il y a une espèce de cadre.
Plus c'est cadré, plus c'est simple. Dans le cas de la chaîne que vous êtes en train de regarder là, c'est encore plus simple. On analyse les meilleures stratégies entrepreneurs sur YouTube pour développer des personal brands. Voilà. Ça permet de filtrer qu'est-ce qui ne rentre et ne doit pas rentrer dans les éditos. Et enfin, le neuvième qui est plutôt un point état d'esprit presque. Quand vous bossez un mois sur une vidéo, que la vidéo est maxi produite, qu'il y a le hook qui va bien, des open loops, que tout est optimisé, que le montage est optimisé, qu'il y a eu des milliers d'euros qui sont partis dans la prod et tout, et que la vidéo fait 150 vues, 200 vues, 300 vues, ça met un coup au moral. Et même quand on est au courant que voilà, ça fait partie du process et tout, c'est naturel, ça met un coup au moral. Et je l'ai vécu plusieurs fois, puisque ça, un mois de travail, 1000 vues, bon, ok tiers. Un mois de travail, 500 vues, flemme. Un mois de travail, alors celle-là, mon invité l'a repartagée, donc elle a pumpé, mais avant, quand elle est sortie, elle avait fait 200 vues. Donc là, j'avais vraiment le seum. Un mois de travail, 600 vues, seum. Et tout ça pour enfin me dire, ok, bon, on va itérer plus vite. Là, on touche un truc qui marche, c'est cool. Là, un autre truc qui ne marche pas, ok, on jarte. Un truc qui marche, mais pas pour les bonnes raisons, ok, on coupe et on avance. Et en fait, plus on avance, plus on est bon, plus c'est facile. La progression va être exponentielle. Ça ne va pas être linéaire et ça fait partie du game. Mais il faut être prêt aussi, si vous partez sur une démarche un petit peu créateur de contenu itératif, être prêt à encaisser, à mon avis. En tout cas, c'est mon constat. La bonne nouvelle, c'est que si vous partez sur une démarche plus entrepreneuriale, c'est un peu plus facile à cadrer. Si vous n'êtes pas là plus pour le plaisir du game et pour vous faire kiffer à faire des vidéos qui vous plaisent, mais que vous êtes plus là pour développer une ligne éditoriale au service de votre entreprise, là, c'est beaucoup plus simple pour le coup de bien cadrer et ça se fait avec moins d'encombre. Donc, si vous voulez de l'aide pour faire ça, encore une fois, vous avez un lien pour prendre call avec moi. Qu'est-ce qui a résonné pour vous dans cette vidéo? Ça m'intéresse vraiment de connecter avec vous et de comprendre quelles sont vos préoccupations. L'idée de cette vidéo, c'était pas de faire un truc descendant. Voilà, c'est plus un build-in public des apprentissages que je suis en train de faire en développant cette chaîne. Cette chaîne, je la continue. Je vais continuer de build-in public jusqu'à ce qu'elle ait 100 000 abonnés. Donc comme ça, on va bien s'amuser. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Suki. Ciao!